ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est à la fois l'avenir de la démocratie et l'unité de nos sociétés. Nos sociétés se fracturent. Je dis nos sociétés parce que ce mal est celui de toutes les sociétés occidentales. En réalité, alors il y a d'autres mots dans les autres sociétés, mais il est frappant de voir à quel point les sociétés occidentales se fracturent et se fracturent profondément. Or, on prend une référence qui m'est chère, qui est celle de René Girard, c'est toute société trop divisée finit toujours par tenter de reconstruire son unité par la violence. Voilà. C'est ainsi depuis qu'il y a des sociétés dans le monde. C'est une loi quasiment intangible. Alors, on a vécu des crises qui, toutes circonstances étant différentes, aussi graves dans les années 30. Les sociétés se disloquaient. Eh bien, ça recommence. Les grands pouvoirs que confère la Constitution au chef de l'État doivent être utilisés avec discernement, ce que peu ou prou ont fait ses prédécesseurs. Vous pouvez avoir de mauvaises politiques, mais personne ne s'est dit « je vais faire tout ce que j'ai le droit de faire, sans limite ». Et sans me préoccuper de savoir si j'ai le consentement des gens ou pas. Là, et ça, c'est plus le cas avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, c'est plus le cas. Vous savez, quand un président de la République, on a vu pour la réforme des retraites, se dit on utilise ce qu'on appelle l'article 75.1 pour le débat sur la réforme des retraites, c'est-à-dire qui a permis d'accrocher la réforme des retraites à une loi de financement de la sécurité sociale, parce que les lois de financement de la sécurité sociale et les lois de finances pour le budget de l'État... c'est le fameux cavalier législatif, je crois. ont cette particularité que le temps de débat est extrêmement contraint pour éviter de se retrouver à la fin de l'année sans recette. Donc personne n'avait jamais songé, jamais, à faire cela, c'est-à-dire à raccrocher une telle réforme à une loi de financement de la sécurité sociale. Alors rien ne l'interdisait vraiment, le Conseil constitutionnel, à mon avis à tort, a validé la chose, mais c'était, quand bien même ça serait possible, il ne faut pas le faire, parce que en réalité c'est un abus de pouvoir. Bon. Et après vous rajoutez à ça les 49.3, peut être très utile, hein, mais vous rajoutez l'article 40, vous rajoutez le règlement du Sénat, enfin, tout y est passé. Voilà, tout y est passé, à tel point que c'est une loi qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale, jamais. Il y a d'abord un refus pour tous les va-t-en-guerre de regarder en face ce qu'est l'engrenage de la violence. La guerre, on y va par engrenage. Alors, sauf si vous avez en face quelqu'un qui vous déclare la guerre, mais en général, ça ne tombe pas du ciel. Bon. C'est la même logique, l'engrenage de la violence, c'est la violence réciproque. Hein, vous savez, je vous agresse, vous m'agressez un peu plus fort, je vous agresse un peu plus fort, puis voilà, puis finalement, on va là où on ne voulait pas aller. En 14, ça a été un engrenage, on avait eu 4 ou 5 crises internationales avant, dont tout le monde s'attendait à ce qu'elles débouchent sur la guerre. Et on avait évité finalement une extrémiste à guerre. Et en 14, personne ne pensait que l'assassinat du prince héritier de l'Empire austro-hongrois à Sarajevo allait provoquer une guerre mondiale. Mais là, personne n'a arrêté l'engrenage. Voilà, et on s'est retrouvé dans la guerre. Bon, on pourrait rediscuter très longtemps de l'engrenage qui va du traité de Versailles jusqu'à 1940. Mais et puis une fois qu'on est dans la guerre, il y a l'engrenage de la violence, il continue, c'est la montée aux extrêmes. Moi je dis, on fait des choses qu'on pensait ne jamais faire. C'est quand Churchill commence la guerre, il dit, nous on fait la guerre aux militaires, pas aux civils. Ça finit comment ? En 1945, ça finit par des bombardements à la bombe incendiaire toutes les nuits sur les populations allemandes, sur les villes allemandes, voilà, pour les faire céder moralement et psychologiquement. Et donc on tue des centaines de milliers de gens, brûlés vifs. Bon, ça finit au Japon par bombardement de Tokyo, 100 000 morts. Et puis les deux bombes nucléaires, elles ne sont pas tirées sur des bases militaires, hein, tirées sur des villes et des populations. Donc on peut aller très très loin.
et ce droit international qu'on brandit là aussi comme les Écritures saintes, que nous ne respectons pas, qui crée dans le monde ce cri unanime, là, qui fait se lever dans le monde le cri de poids, de mesure. Voilà, non, il y a des situations, oui, des cas de conscience, il y a des situations tragiques. Le Moyen-Orient est une situation tragique. Israël, on peut très bien se dire, moi je suis d'un côté, le camp du bien c'est les Palestiniens, le camp du bien c'est Israël. Non, le Hamas c'est le camp du mal, je veux bien, mais la question fondamentale, elle est tragique au sens où j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette guerre gorgée de sacré, il y a deux peuples qui veulent y vivre, voilà, et il n'y a pas d'autre solution que la solution à deux États, même si elle paraît difficile. Est-ce que, au lieu de prendre un parti absolu et de se dresser les uns contre les autres, nous ne pouvons pas plutôt essayer de trouver les voies, encore mystérieuses, j'en conviens, mais d'essayer de les trouver pour arriver à une solution à deux États.